Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission « Il était une fois ». Aujourd'hui, nous allons évoquer l'intelligence artificielle. Et pour ce faire, nous accueillons le philosophe Luc de Brabander, bonjour. Bonjour. Et le théologien Steve Hodak, bonjour. Bonjour. Pour commencer cette émission, je vous propose de suivre la séquence qui suit. Allons-y. L'intelligence artificielle, ou IA, transforme notre quotidien à une vitesse fulgurante. Elle est présente dans nos smartphones, nos maisons connectées et même dans les industries de pointe. Par exemple, dans le domaine de la santé, l'IA aide à analyser des images médicales et à détecter des maladies plus rapidement. Dans le secteur automobile, elle permet le développement de voitures autonomes, rendant les routes plus sûres. L'un des grands avantages de l'IA, c'est sa capacité à traiter d'immenses quantités de données, à optimiser les processus et à améliorer l'efficacité. Elle permet aussi des avancées majeures dans des domaines variés comme l'agriculture, avec des systèmes de surveillance des cultures, ou encore le service client grâce à des chatbots intelligents. Cependant, l'IA n'est pas sans défi. Elle peut entraîner des pertes d'emplois dans certains secteurs, poser des questions éthiques importantes si elle est mal entraînée. Il est essentiel de garder l'humain au cœur de tout cela avec son esprit critique et sa créativité. L'intelligence artificielle est là pour nous accompagner et non pour nous remplacer. Bien utilisée, elle ouvre la voie à un futur plus intelligent et plus humain. Voilà une vidéo qui a été réalisée par l'intelligence artificielle elle-même. Alors Luc de Brabander, vous êtes non seulement philosophe, mais aussi ingénieur civil de formation. Est-ce que ça vous épate de voir ces réalisations ? À la fois, ça m'épate, c'est vrai, et ça m'effraie en même temps. Et tout de suite, j'ai vu que c'était automatique, ce truc. Déjà, il y a des mots qui me font sauter au plafond. Par exemple, voiture autonome. L'autonomie, ce n'est pas du tout ça. L'autonomie, c'est accorder à un pays, à une province, le droit d'édicter ses propres règles. Ce sont des voitures automatiques et pas des voitures autonomes. Et un autre, dans la vidéo, il dit « maison connectée ». Mais c'est les habitants qui sont connectés. La maison, on s'en fout que les briques soient connectées. C'est les habitants qui le sont. Et la question, c'est connecté à qui, à quoi, pourquoi. Et donc, je suis fasciné, c'est vrai. Surtout que je suis la chose depuis 55 ans. Donc, je reconnais qu'il... Je peux vous décrire la rupture d'il y a 3 ans avec ChatGPT, elle est incroyable. Mais ce n'est pas le sujet. Je suis fasciné et je le reconnais. Mais plus je suis fasciné, plus je crois qu'on doit... Et les 2 derniers mots de la vidéo m'ont réconcilié, créativité et esprit critique. Il y a 2 choses qu'une machine ne pourra jamais faire, c'est d'être créatif, sortir de son propre programme et être responsable. La responsabilité, la première limite est technique. On ne peut pas programmer un sortir de programme, ce n'est pas possible. La seconde est philosophique. On ne peut pas déléguer à une machine une responsabilité. Point à la ligne. Steve Hodak, ça vous fascine aussi, toutes ces transformations qui sont à l'œuvre pour le moment ? Oui, effectivement, c'est plutôt dans la même veine. Il y a fascination, clairement. J'ai étudié un peu l'informatique et je me souviens très bien, le dernier semestre, on a travaillé sur des algorithmes de l'IA, programmation de l'IA. Et on a pensé que le développement va arriver d'ici de 10 ans, 20 ans. Et soudainement, même 3 mois après ça, ChatGPT arrive et ça change tout. N'oublions pas que l'IA est quand même en technologie. Il faut distinguer la technologie de l'IA des produits de l'IA. Donc, ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui sont surtout des produits de l'IA, comme ChatGPT et les autres agents conversationnels. Mais l'IA comme technologie est aussi, il y a énormément de variations, en fait. Donc, ça me fascine à la fois, mais je vois clairement des risques. Et beaucoup de gens redoutent l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il faut en avoir peur ? Est-ce que vous comprenez cette peur ? Peur, pour moi, c'est plutôt une émotion, pas l'attitude. Donc, si on parle d'attitude, je pense qu'il faut parler plutôt de responsabilité, en fait. Se poser la question comment utiliser, quand, dans quelle temporalité, dans quel contexte, pour faire quoi. Parce que peur, si c'est vraiment peur, ça nous empêche à réfléchir. Et je pense que cette réflexion ici, c'est vraiment essentiel. C'est quelque chose dont on a besoin énormément ici dans le moment. Luc de Brabander, il faut lui mettre des limites à cette intelligence artificielle. Il faut surtout le mettre au pluriel. Je crois qu'on fait une énorme erreur de parler d'intelligence artificielle au singulier.
il y a 200 ans, quand l'intelligence est devenue un sujet d'étude dans les universités, c'était, oui, environ il y a 200 ans, à l'époque du quotient intellectuel, etc. L'intelligence était très mathématique. Il y avait, et c'est-à-dire ça connotait eugénisme, génétique. C'était pas top. Bon, après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un mouvement des intelligences multiples. Et c'était très bien, émotionnel, artistique, relationnel, etc. Et plus il y en a, plus c'était bien. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Patatras, on remet intelligence au singulier. Je crois qu'il faut remettre intelligence artificielle au pluriel. Et donc, un avocat utilise une intelligence artificielle, une journaliste, et d'ailleurs, de toute façon, il y en a beaucoup. Et bientôt, on ira chercher son intelligence artificielle comme on lit son journal. Et donc, les journaux, en fait, on les achetait en fonction de ses convictions. Il y a différents journaux, et voilà. Et on va vivre ça, on va voir un peu l'équivalent. Mettons intelligence artificielle au pluriel. Et est-ce que le mot intelligence artificielle est lui-même bien choisi? Parce que est-elle l'intelligence? Mais bien sûr que non. Voilà. Bien sûr que non. Je dirais, dès qu'on se pose la rupture dont vous parliez, en fait, moi je l'ai vécu, je suis un peu un technicien. Pendant 45 ans, on parlait d'intelligence artificielle il y a 50 ans. Dans mon tout premier livre, j'en parlais déjà il y a 45 ans. Et en fait, pendant 45 ans, il y avait une hypothèse de travail. La pensée a ses règles, le langage a ses règles. Le jour où on aura compris les règles, on les mettra dans la machine pourra parler, la machine pourra penser. Cette hypothèse a été abandonnée. C'est une rupture gigantesque il y a 3-4 ans, c'est ChatGPT, un peu avant, mais au moment où tout le monde a compris pourquoi on dit chocolat et choléra. Et pas cocola et choléra. On sait. Et aujourd'hui, on ne se pose plus la question. Et en fait, pendant 45 ans, on espérait de trouver la logique. Aujourd'hui, ça fonctionne à la statistique. Les échantillons sont tellement gigantesques, un large language, des milliards de trucs. Et les statistiques se basent sur des telles quantités qu'on donne l'impression qu'elles sont logiques, mais elles ne le sont pas. L'intelligence, c'est pas ça. Vous êtes d'accord? Effectivement, il faut décortiquer déjà le mot intelligence, parce que on parle ici, quand on parle d'intelligence en général, on parle de capacité de recueillir des données, analyser des données et puis produire quelque chose. Et donc chaque être humain, spécifiquement chaque individuel, mais chaque espèce a sa propre manière de digérer, j'utilise la métaphore, et produire des informations basées sur ça. Et aussi, si on parle de ça, intelligence artificielle, c'est plutôt une métaphore, ce qui est des machines possèdent une capacité d'analyser des données et produire des résultats, mais ce n'est pas exactement de la même façon comme nous le faisons en fait. Et pourquoi je dis que l'intelligence artificielle, c'est plutôt une métaphore pour marquer ce qui est similaire et ce qui n'est pas similaire. Et tout à fait ce qui était indiqué, on avait un passage de l'intelligence artificielle qui était plutôt symbolique avant, avec le désir, on va trouver des règles, on va programmer des règles, et important ici, suivre des règles pour intervenir après. L'intelligence artificielle, la dernière génération, qui est plutôt connexionniste, c'est pas ça. C'est simplement basé sur la capacité d'analyser des données, énormément de données, trouver des modèles qui sont quand même implicites. Donc, problème ici est qu'on n'est pas capable, c'est vraiment boîte noire, on n'est pas capable de comprendre de même façon qu'on n'est pas capable de comprendre comment un oiseau perçoit l'image du monde. Et voici déjà, je touche un danger assez éthique. Si on laisse, si on va continuer, garder ça comme notre modèle de société, qu'on ne comprend pas, c'est difficile à intervenir, donc il y a un grand risque déjà implicite dedans. Les répercussions sont grandes aussi dans l'enseignement. On n'apprend plus et on n'enseigne plus de la même manière. Dites-moi. Ça, c'est sûr. Et moi, je suis professeur, donc je le vis, je le vois. J'ai posé mes questions de philosophie à ChatGPT. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Et je l'ai fait 3 fois, à 1 an d'intervalle. Et donc, la machine, entre guillemets, répond mieux. Répond mieux. Et j'ai essayé de planter la machine. Par exemple, j'ai demandé comment serait le monde si Platon avait été une femme. Bon, enter, boum. Je me suis dit, là, pas du tout. La réponse, très très vite. À l'époque de Platon, la femme n'avait rien à dire. Elle ne pouvait pas voter, elle n'avait rien à dire. Si
d'aventure, une femme d'une envergure, etc., etc., elle aurait changé le statut de la femme dans l'Antiquité. Et puis tout un raisonnement déductif, je me suis dit, oh là là, c'est très très fort. Un étudiant me répond ça, bon, c'est sur 20. Hein, donc, ça change l'enseignement de manière profonde, mais ça ne change pas la règle de base, qui n'est pas... Le progrès, c'est pas prendre une situation et rajouter des machines, non. Dans un cas pareil, le progrès, c'est se dire, bon, maintenant que le monde est avec des outils pareils, comment vais-je faire mon métier? J'étais invité au Palais de Justice il n'y a pas longtemps. Il ne faut pas digitaliser la justice, il ne faut pas digitaliser la santé. Non, il faut se dire, je suis juge, je suis médecin, je suis professeur. Aujourd'hui, avec tout ça, comment je fais mon métier? Et c'est une posture très, très, très différente. Stipodak, vous n'enseignez plus de la même manière? Correct, ça c'est correct. En fait, la rupture était pas significative. Ça change beaucoup, mais il y a l'opportunité quand même. Donc moi, j'enseigne éthique, par exemple, et donner simplement une tâche, rédiger un texte, ça, à mon avis, maintenant, ça ne sert à rien, ou très peu. Donc j'ai changé complètement. Je demande à peu près de ce que vous avez fait, de faire l'exercice s'appelle raisonnement critique avec l'IA. Donc, je demande mes étudiants de raisonner, commencer avec problèmes éthiques, trouver des biais, trouver des angles morts de biais, analyser la conversation et faire la réflexion après. Et donc, ça c'est déjà quelque chose. Donc, ça, on utilise l'IA pour renforcer ce qui est essentiel à nous et pour faciliter des choses qui ne sont pas tout à fait essentielles. La distinction entre les deux, ce n'est pas si net, si clair, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça change énormément, il y a l'opportunité à saisir, mais absolument, il faut regarder ce qui est essentiel pour nous. Ça, c'est réflexion, analyse. Et dernière métaphore que j'utilise, c'est comme Harry Potter. Si vous êtes un bon magicien, vous savez comment utiliser la magie. Si vous n'êtes pas un bon magicien, vous pouvez détruire le monde. Pareil ici, pour reconnaître est-ce que la réponse de l'IA est bonne ou pas, il faut avoir des connaissances et des compétences pour juger ce qui est vraiment ici, ce qu'on appelle output, la réponse de l'IA. Et donc, pour devenir capable, il faut construire des compétences au préalable. Mais vous interrogez par écrit ou par oral? Par oral, actuellement. Voilà. Et c'est ça. Moi, j'avais des centaines d'étudiants. Et je me demande comment je ferais. C'est comme ça qu'il faut faire quand on a des petits groupes. Mais quand on a... Oui, c'est vrai. Il faut réimaginer, en fait... Qu'est-ce que c'est enseigner aujourd'hui, hein? Exactement. Et là, oui. Stipodak, vous le disiez, hein, vous enseignez l'éthique. Alors justement, quels sont les dangers éthiques induits par l'intelligence artificielle? Alors, il y a plusieurs. Donc, si on parle de l'environnement, clairement, il y a un risque d'énergie. Donc, l'IA est extrêmement énergivore. Pour entraîner des modèles avec millions et déjà milliards de paramètres, ça prend énormément d'énergie. Pour garder le système, problème de chauffage. Je vous interromps, hein, mais en fait, le cerveau humain consomme comme une petite ampoule. Et l'IA, c'est des centrales nucléaires. C'est quand même intéressant. Parfois, en petite ville, l'énergie qui en ville consomme, c'est ici. Donc, tout d'abord, c'est ça. N'oublions pas, en même temps, l'IA promet, ça c'est à vérifier. L'IA est quand même capable aussi de penser entre guillemets et trouver d'autres sources d'énergie. Donc, l'application de l'IA dans la biologie a transformé vraiment le calcul des protéines. Ça, on peut faire même pour des innovations dans l'énergie. Donc, elle est capable vraiment de recueillir des données et faire des prédictions statistiques. Et parfois, c'est ça ce qui est nécessaire. Deuxième risque, qui est un peu plus compliqué, c'est désinformation en fait. Donc, des informations, il y a énormément de bruit. Donc, l'IA est capable de donner des réponses à 3 secondes, parfois mois, et polluer, entre guillemets, l'espace public. Donc, distinguer le signal de ce qui est bruit, ça devient très, très, très difficile. Et j'arrive finalement au niveau individuel. La responsabilité, on a parlé des voitures. Qui sera responsable après s'il y a un accident, par exemple? Et puis des plagiats dans le contexte de notre université. Et puis, si on touche des vertus, caractère moral un peu, s'il y a beaucoup
de l'IA qu'on utilise pour nous entraîner, ça change énormément. Parce qu'on a utilisé nos propres normes pour entraîner l'IA et ça devient risque et que ça devient l'inverse, qu'il l'IA commence à nous entraîner. Voilà, c'est dans les grandes lignes. On peut discuter dans les détails peut-être après. Mais je trouve que c'est très... Il y a 40 ans, j'avais lu un livre sur l'enseignement assisté par ordinateur, il y a très longtemps. La dernière phrase du livre, finalement, la question, c'est qui programme qui? Est-ce que c'est l'enfant qui, avec sa souris, donne des instructions à l'ordinateur ou c'est l'ordinateur qui fait que l'enfant... Il y a cette question-là. Aujourd'hui, c'est ça. Est-ce que nous utilisons Internet ou est-ce qu'Internet nous utilise? Et à ça, la réponse, elle est pas à discuter. Nous utilisons, point à la ligne. Et vous évoquiez les enfants, et certains enfants ou adolescents prennent l'intelligence artificielle comme confident. Est-ce qu'une intelligence artificielle peut faire preuve d'émotivité ou d'émotion? Non, mais elle peut simuler de manière extraordinaire. D'ailleurs, il y a eu des drames, des suicides. Je travaille avec une personne qui s'occupe de ça, qui m'a raconté je crois qu'il y a des enfants, 12-14 ans, qui passent plus de temps avec le chatbot qu'avec leurs copains. Parce que ces chatbots sont diaboliques. Ils ont été programmés pour amplifier les émotions, pour aller dans le sens, moi, j'ai fait quelques tests, c'est quand même très impressionnant. Et donc, de toute façon, on ne va pas pouvoir contrôler tout ça. Donc, il faut développer chez les enfants la pensée critique. Et pas, moi, j'ai découvert la pensée critique à 45 ans, pas comme vous, moi, c'est par accident. Et j'ai dit, mais c'est à 14 ans qu'on devait m'expliquer tout ça, les principes du raisonnement correct, etc. Et moi, j'ai 7 petits-enfants, j'ai un laboratoire à la maison, et je vois bien que c'est à cet âge-là qu'il faut commencer. Donc, le dimanche, la poste est fermée. La poste est fermée, donc on est dimanche. Non, la poste est fermée parce qu'on a perdu la clé. Ah oui. Et donc, c'est A, B, B, A. C'est formel, et c'est à 7 ans qu'il faut commencer. Et vraiment, enfin, moi, je suis très proche des adolescents. Je travaille encore au collège Jean-Guin avant-hier. Je vois bien que c'est un sujet... Pour moi, honnêtement, il y a urgence intellectuelle comme il y a eu une urgence sanitaire il y a 5 ans. Je mets ça au même ordre. Et quand on a dit qu'il y a une urgence sanitaire, on a trouvé de l'argent, on a mis des tentes, on a vacciné, on a fait des tas de trucs. Moi, je voudrais qu'on fasse la même chose avec les fake news. Il faut regarder ce qu'il y a. Moi, j'ai mis TikTok sur mon téléphone, pas parce que ça m'intéresse, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les enfants s'informent. Et c'est vraiment impressionnant. C'est très, très impressionnant. Donc, voilà. Je reste optimiste, mais je crois qu'on peut... Et quels conseils donneriez-vous à des enseignants qui nous regardent, par exemple, ou à des parents? De regarder les écrans avec les étudiants et de faire comme vous faites et de regarder, donc, tu vois ça, qu'est-ce que tu penses, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est la pensée critique. Là, en fait, il y a 2 extrêmes qui servent à rien. Tout croire, ça sert à rien. Rien croire, ça sert à rien. Donc, de facto, on est obligé de se positionner quelque part, croire un peu. Mais comment on fait? Eh bien, on se méfie. D'où vient l'information? Quelle est la solidité de l'argumentation? Quel est le canal par lequel ça m'est arrivé? Et surtout, en se méfiant de soi-même. Ce qu'on appelle les biais cognitifs. Et donc, nous avons par exemple tous tendance à croire plus facilement quelque chose que l'on espère. Bon, si on annonce du beau temps, on se réjouit. Si on annonce de la pluie, mais il se trompe quand même pas mal. Non, il ne se trompe pas plus, simplement, voilà. Et donc, les algorithmes sont très, très au courant de ça. Et par exemple, comme conseil très concret, je dis à l'enfant ou à l'ado, regarde l'émotion que cette information te crée. Avant même de croire ou pas croire. Est-ce que tu es joyeux, furieux, tu t'en fous? Rien que l'émotion, eh bien, elle est déjà très utile. Si par exemple, je me réjouis, mais attention, ce n'est pas parce que c'est vrai, c'est parce que tu l'espères, etc., etc. C'est tout un travail d'accompagnement. Mais il faut le faire, c'est sûr. Alors, l'IA se nourrit aussi de ses propres productions. Est-ce qu'on ne risque pas, à un moment donné, d'avoir un appauvrissement de son champ d'investigation? Ah oui, effectivement. Ça a déjà commencé. Oui, c'est déjà... C'est un énorme problème maintenant. On utilise aussi une autre métaphore ici de l'inceste, en fait. Parce que l'IA se nourrit de ses propres données. Et pour se re-entraîner dans ses propres données, on peut arriver jusqu'au modèle qui est moins performant qu'avant. Et voici l'importance de production proprement humaine, en fait.
pour entraîner quelque chose, d'agir de manière propre, perçue comme propre, il faut avoir des données de bonne qualité. Donc, on a oublié effectivement que notre créativité à nous, ça, c'est la base de performance aujourd'hui de l'IA. Donc, il y a et finalement pas la solution pour la créativité. C'est dérive de notre créativité. Ça fonctionne pas à l'inverse, en fait. Et donc, ça oui, ça, c'est un vrai danger pour même des grandes entreprises qui cherchent maintenant des créateurs un peu partout, en fait. Luc de Brabander, ça fait écho aussi avec Bien sûr, vos je crois qu'on est réflexions. d'accord sur pas mal de choses. Il y a une grosse différence. Vous êtes théologien et donc vous avez votre domaine. Moi, je suis philosophe, je n'ai pas de domaine. La philosophie n'a pas de domaine. On peut parler de tout, donc c'est peut-être vous parler de rien, j'en sais rien. Mais bien sûr qu'on est... Moi, je suis plus dans le comment penser que dans le quoi penser. Mais par exemple, comparer Wikipédia et ChatGPT, je le fais tout le temps. Je l'ai fait hier. Vous tapez Carnaval de Binche. Sur Wikipédia, vous avez une page, il y a au moins 30 trucs bleus. Région Wallonne, truc machin. Des sources. Et on clique, et puis on ne sait même plus ce qu'on cherchait. La même chose sur ChatGPT, boum. Le Carnaval de Binche, c'est ça. Il y a pas, voilà, vous y êtes, ça. Eh bien, il faut lutter contre cela. Comparer ChatGPT et Wikipédia, c'est très utile dans beaucoup de dimensions. La gouvernance, par exemple. Oui. C'est une forme de pensée unique, en fait, quand je vous entends. Ah, elle est totalement unique. Non seulement elle est unique, mais elle est décidée par quelqu'un d'autre. C'est effrayant. Et justement, Wikipédia, c'est une pensée pas unique, multiple. Et en termes de gouvernance, c'est intéressant, parce que ChatGPT, c'est une entreprise privée qui veut gagner de l'argent. Il ne faut quand même pas oublier que ChatGPT, c'est le plus grand hold-up de l'histoire. On ne peut pas voler plus que... Si vous voulez mettre, je ne sais pas moi, Tintin sur une invitation pour la Noël, vous allez payer 100 € à je ne sais pas qui. Mais ils ont tout volé, ils n'ont rien payé. Et donc, il faut quand même un peu remettre les choses en place. Je dirais, ChatGPT est une entreprise privée et je suis favorable aux entreprises privées, c'est pas tout ça. Mais elle est totalement en dehors de contrôle. Wikipédia, c'est extraordinaire, Wikipédia. Il reste 2 miracles pour moi sur la Terre aujourd'hui, c'est Arte et Wikipédia. Et avec ce qui se passe, j'ai un peu peur pour les deux. Pour les deux. RTBF aussi un peu. Stipodak, est-ce qu'on peut dire que l'intelligence artificielle pourrait causer une fracture numérique entre ceux qui sont capables d'utiliser cette intelligence et puis tous les autres? Oui, n'oublions pas, au début, j'ai déjà donné un petit commentaire. Il faut distinguer l'intelligence artificielle plurielle et des produits dans l'intelligence artificielle. Oui. Et c'est tout à fait ici un risque d'avoir clivage numérique entre ceux qui l'utilisent énormément et ceux qui sont capables de ne pas utiliser. Vous avez souvent un faux argument. Aujourd'hui, tout le monde est capable d'avoir 3 assistants. Avant, uniquement quelqu'un qui était très, très riche avait 3 assistants. Moi, j'ai 3 ChatGPT ou Claude, etc., etc. Ce qu'on a oublié, personne qui avait déjà 3 assistants, maintenant il a 3 assistants qui utilisent 3 assistants d'intelligence artificielle en plus. Donc vous ne pouvez pas rattraper clivage initial parce que maintenant on utilise les mêmes instruments. Donc ça forcément va accélérer la production. Ce qu'on dit ensemble avec mon collègue, on organise déjà un module d'apprentissage, travail académique avec l'IA. C'est effectivement pas plus facile, mais plus difficile de travailler maintenant dans la recherche qu'avant. Parce que vous n'avez pas uniquement ChatGPT, vous avez aussi des outils qui vous donnent énormément des articles qui sont tout à fait pertinents, comme moteur de recherche qui vous donne voici. Et donc le travail est déjà... Le travail est déjà fait alors? Malheureusement, ce n'est pas fait ou c'est mal fait. Donc il faut déjà trier, critiquer, et donc on attend beaucoup plus qu'avant. Donc la compétition est aussi plus large. Donc il y a deux aspects de chaque développement technologique et technique, je pense. Et est-ce que vous y voyez un risque pour la démocratie? Pour la démocratie, ça touche le deuxième point que j'ai annoncé avant. Donc ça, c'est production de désinformation. N'oublions pas que l'intelligence artificielle est capable de créer pas uniquement le texte, mais aussi des images, des vidéos, ce qu'on appelle deepfake. Donc, avant, on avait aussi le risque de photoshopper quelque chose. Mais l'image ne parle pas. Maintenant, vous pouvez tout à fait le faire. Et donc, peut-être, on va arriver au moment où c'est clair, on peut distinguer, mais on n'est
pas encore là. Et vraiment, il faut créer un peu une forme d'entraînement, de même, comme on fait à l'école, reconnaître et voir. Vous êtes professeur de théologie. Comment est-ce que l'Église catholique envisage l'intelligence artificielle? Parce que le pape Léon XIV l'évoque régulièrement. Oui, ouais, je suis professeur de théologie et travaille dans le domaine d'éthique qui touche les deux. Et l'Église est vraiment entre les deux. Dans le document Veteranova, qui a été publié par le Dicaster pour Doctrine de la foi, 2025 janvier, et puis dans les messages de notre pape Léon XIV, il y a deux éléments. Reconnaître l'opportunité ici et garder ce qui est spécifiquement humain. Ça veut dire reconnaître que la production de savoir, ce n'est pas exactement toute la vie. Donc, le modèle de l'IA reste digital. Il y a réalité, notre réalité, relationnalité qui est parfois corporelle. Et donc, un exemple qui est mentionné même dans le document, l'IA va toujours donner une réponse. Voilà, parce que c'est probabilistique, il y a toujours une réponse probable. Mais un être humain est capable de reconnaître « Ah, vous êtes en détresse, peut-être la silence est préférable. Je vous laisse l'espace à réfléchir. » Et voilà, pour distinguer, trouver plutôt sagesse que la connaissance pure, ça, c'est quelque chose de très important dans les documents de l'Église actuellement. Luc de Brabander, l'humain l'emportera toujours? On va voir, c'est un postulat, il le faut. Parfois, j'ai un peu des doutes, parce que je trouve que le pape, on ne l'entend pas assez. Si je peux me permettre, j'aimerais l'entendre plus. Quand je vois le nombre d'allusions de Trump à Dieu et aux chrétiens, etc., pour moi, le christianisme, c'est pas ça. Et je trouve qu'il devrait un peu se fâcher. Mais si jamais vous le voyez, vous pouvez lui dire de ma part. Mais l'être humain a quelque chose de magique, rien que l'humour, rien que ça. Bon, une machine ne rira jamais. Regardez la place de l'humour dans la vie. Ça ramène. Et donc, rien que ça suffit pour montrer que l'humain est indispensable. Et bien sur ces paroles, l'humain est indispensable. Nous allons clôturer cette émission qui, vous l'aurez compris, pourrait encore durer bien longtemps. En tout cas, Luc de Brabander, merci de nous avoir rejoints ce matin. Stipodak, merci à vous aussi. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur Ovio ou sur le site de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre. Belle journée à vous. Merci. Merci à vous.